c'est quand tu veux, c'est toi qui lances. Ok, donc bonjour à tous. Les gens présents, merci d'être présents. Les personnes présentes sur le chat, merci à vous d'être venus. On est donc là pour vous parler de notre projet de coopérative autour de l'édition de jeux vidéo. Donc on est accueilli par l'école Creative Seeds à Cesson-Sévigné, donc c'est juste à côté de Rennes. Et merci à eux de nous avoir mis à disposition ce super espace et ce matériel pour ce stream. Alors, on va dérouler une petite présentation, moi et Damien. On va vous expliquer un peu le projet. Il va y avoir pas mal d'informations, mais on va quand même rester un peu en surface pour que vous ayez une idée de ce que c'est. On vous invite à noter des questions que vous avez. On y répondra après. On a prévu un long temps d'échange, enfin un temps d'échange qui sera le temps nécessaire à répondre à tous ceux qui ont des questions, tous ceux et toutes celles qui ont des questions. On a des personnes qui vont surveiller le chat si jamais ils voient passer des questions pour nous les transmettre après. Donc n'hésitez pas. C'est l'intérêt principal de ce moment, c'est qu'on puisse échanger et vous répondre un peu à toutes les questions que vous aurez. Et ça marche. Donc, on va se présenter pour commencer. Qui sommes-nous? Donc, moi, je m'appelle Vincent Bosé. Je suis actuellement le président de la société T-Games qui existe depuis 2022. Je suis dans le game dev indé depuis 2014 maintenant. J'ai surtout travaillé en prestation sur divers projets. Voilà. Moi, c'est Damien Mayence, je suis le directeur général de T-Games depuis sa création. Et surtout, je fais du jeu vidéo indépendant depuis 2014. J'ai sorti pas mal de jeux depuis, notamment Stereden, Flippon ou récemment Cthulhu. Et j'ai travaillé sur un paquet d'autres jeux. Et donc, Marine Desjardins, juriste de mon État, spécialiste du droit de l'ESS au sein de l'entreprise Fiteco, qui est un cabinet d'expertise comptable, lui, pas du tout dans l'ESS. J'accompagne des acteurs de l'ESS, donc SIC, SCOP, Association Société Commerciale de l'ESS, depuis 2022, et notamment des sociétés commerciales classiques dans leur étape de transformation en coopérative. Merci Marine. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions extrêmement techniques sur le juridique, elle est présente pour ça et elle se fera un plaisir de vous répondre. Alors, un petit historique en fait de comment on a commencé. Donc en fait, le point de départ, c'est novembre 2022. Donc on se dit avec Damien que on aimerait bien refaire de l'autopublication parce qu'on n'est pas très satisfait de l'offre de distribution qu'on avait. Comme on s'est retrouvé avec le même besoin au même moment, on a décidé de faire ça ensemble pour mutualiser un peu nos accès au store, nos besoins, etc., nos coûts. Et vous allez voir que le mot mutualiser, c'est quand même un peu le mot principal de toute l'existence de cette entreprise. Donc en 2023, on a construit le catalogue initial à partir de nos jeux à nous. On a ouvert les accès aux différents stores principaux que sont Steam, donc Apple, Google et Nintendo. Et on a mis en place un outillage automatisé dont on parlera après, qui nous permet de gagner pas mal de temps sur la gestion. 2024, on a rajouté 4 nouveaux jeux dans le catalogue. En 2025, on a encore ajouté 2 nouveaux jeux dans le catalogue et on a signé la distribution avec PlayStation et avec GOG. En 2026, on a signé 3 nouveaux jeux. On a signé les distributions avec Xbox, avec Humble et avec Nuvim, qui est un store de clés Steam brésilien, qui est un des plus gros stores là-dessus en Brésil. Et donc 2027, c'est le projet de société coopérative d'intérêt collectif dont on va vous parler aujourd'hui. Voilà. Alors, aujourd'hui, T-Games, c'est une société de distribution de jeux qui distribue sur tous ces stores. Donc il y a beaucoup de stores ou partenaires, il y a aussi des partenaires qui font de la boîte de jeux physiques, par exemple. Et ça, c'est notre catalogue aujourd'hui. Donc il est composé de jeux que Damien et moi on a fait, de jeux d'autres personnes qui nous ont rejoints, soit sur des nouvelles sorties, soit sur du back catalogue, donc du transfert de jeux, ce qui est tout à fait possible, même si le jeu est déjà sorti il y a quelques temps. C'est pour moi.
Alors, pour bien comprendre ce qu'on fait avec T-Games, on va vous montrer en fait l'activité, globalement, donc quel est le modèle économique et quelles sont les activités de T-Games. On a, 3 activités en fait en parallèle, mais qui sont liées autour de la même chose. Alors on clique comme ça. La première activité, donc Vincent l'a évoqué, c'est la distribution. Donc on prend des jeux qui sont faits par d'autres créateuristes, qui sont, vendus sur des magasins en ligne comme, Steam, comme Play Store, comme Apple Store et sur console aussi, sur une Nintendo Switch, PS5. Donc on va aider à mettre ces jeux en ligne, on va récolter l'argent qui peut être en yens, en dollars ou dans différentes devises. On va garder une commission en fait contre ce travail administratif et donc une commission qui va s'adapter selon la difficulté d'accès à la plateforme et la charge administrative que ça nous demande. Et on reverse tout le restant aux créateurs, aux créatrices, aux studios, aux ayants droit, selon la répartition qu'ils vont eux choisir. Genre. Donc ça, c'est la première activité de T-Games, vraiment la distribution. C'est ce qu'on a fait le plus actuellement jusqu'à présent, parce que c'est ce qu'on on avait le plus besoin. Espace, ok. L'activité qu'on veut vraiment développer et qu'on n'a pas vraiment pu faire jusqu'à présent, c'est de l'édition. Un peu comme l'édition dans le livre, c'est-à-dire pouvoir un petit peu, voire même pouvoir financer, pouvoir donner de l'argent, mettre de l'argent dans les projets, investir dans des jeux pour leur permettre notamment d'avoir plus de visibilité, d'avoir plus de chances à leur sortie, pouvoir accompagner ces jeux. Donc on ne parle pas, pour l'instant, dans notre prévision, de mettre on parle d'enveloppe entre 15 et 20 000 euros par jeu. Donc pas de quoi payer une production complète, on en est conscient, mais ce n'est pas possible là au lancement de la coopérative. Mais avec une enveloppe à 15-20K par jeu, ça permet quand même d'augmenter la visibilité. Ça fait pas mal, par exemple, de publicité en ligne, de payer des influenceurs le jour de la sortie. Ça permet d'ajouter des nouvelles langues, des traductions, de la localisation. Ça permet de faire de l'assurance qualité pour s'assurer que le jeu sort dans un état le plus qualitatif et complet possible. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait bien faire avec le passage notamment en coopératif qui va nous permettre de lever de l'argent. C'est de pouvoir investir derrière dans des jeux qui vont développer l'activité d'édition de la société. Et cette activité, en fait, si on investit de l'argent, ben, on va se le rembourser avec une logique où on veut que le studio, dès la première vente, touche aussi un petit peu d'argent, donc un pourcentage en faveur de T-Games, mais pas à zéro pour le studio. Et une fois que le remboursement est fait, on inverse les pourcentages. Et troisième activité qui est assez pilier actuellement pour T-Games, c'est la logique de T-Games à la création, c'est de limiter l'administratif, le temps qu'on y passe, parce qu'on n'est pas actuellement, on n'est pas rémunéré par la société. Donc quand il faut faire tous les appels à factures, la répartition des royalties pour chaque personne, pour chaque jeu, ça peut prendre un peu de temps. Donc on a développé un outil maison qui permet de faire ça, en fait, on appelle l'ERP, qui nous permet de simplifier toute la gestion interne de la société. Et c'est une activité parce que, notamment, les gens dans le chat vont disposer de cette ERP également, vont l'acheter tout simplement. Et donc c'est une rémunération très intéressante pour T-Games, en complément des autres activités. Déjà pour améliorer l'ERP et en plus pour financer les autres activités. Donc là, on a parlé de ce qu'on a fait depuis novembre 2022, date de création. Mais l'intérêt, là, c'est qu'on passe en coopérative. Et en coopérative, vous connaissez peut-être les scopes, mais nous, on va parler de SIC, SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Je parle sous contrôle de plusieurs personnes. Voilà. Hop là. L'intérêt de cette coopérative, ça va être vraiment déjà la mutualisation. Ça a été le but dès qu'on l'a créé avec Vincent, c'est qu'on a eu des besoins en commun. On avait besoin d'avoir accès à tous les stores, d'avoir des comptes en dollars, de surveiller les comptes en dollars, de répartir entre différents ayants droit. Et c'est déjà un service qu'on a ouvert à d'autres développeurs, d'autres créateuristes. Donc le besoin, l'intérêt collectif, c'est déjà la mutualisation pour les plateformes, pour l'accès aux plateformes. Il y a des plateformes, vous le savez probablement, comme Apple, qui ont besoin d'une licence annuelle. À l'échelle de T-Game, ça ne coûte rien, mais à une échelle individuelle, quand un jeu fait 10 euros par mois et qu'on met 100 euros de licence par an, c'est un peu dommage, c'est juste, ça revient quasiment à perdre tout son argent à chaque fois.
Il y a des plateformes comme les consoles qui ont besoin de matériel spécifique, qu'on appelle le dev kit ou test kit. Donc c'est du matériel que nous possédons aujourd'hui. Donc pour avoir accès aux consoles, normalement un studio doit s'acheter son matériel, mais là nous on peut s'arranger pour le louer, le prêter, lui donner accès à distance. Je vous apprends rien, je pense, en vous disant qu'on est dans une crise gravissime du jeu vidéo. Ceux qui ont vu la marginale de Gotoz le savent encore mieux, mais bon, voilà. Les nouvelles sont chaque jour un peu plus délétères. Il est urgent de trouver un moyen de continuer d'exister dans l'écosystème du jeu vidéo, notamment français, de comment on peut financer nos projets, comment on peut s'entraider, comment on peut trouver des modes de résilience et retrouver un peu d'espoir à faire des jeux. On ne va pas prétendre que T-Game c'est la solution pour tout le monde et à tous les problèmes, mais on se dit c'est peut-être une première pierre et un premier pas vers quelque chose de différent qu'on a envie de tenter pour qu'on continue tous et toutes à faire des jeux. On souhaite que notre structure soit aussi accessible au plus grand nombre et notamment aux personnes marginalisées, car avec notamment la crise, mais pas que, beaucoup de personnes vont avoir des portes qui vont se fermer ou qui auront du mal à accéder à une offre d'édition, à une offre de distribution. Et donc nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur d'ouvrir les portes à tout le monde. Et dans cette logique, le mentorat, notamment accompagner des jeunes, et beaucoup de jeunes se lancent, font leur jeu, mais bon, ils déchantent un petit peu quand ils doivent mettre leur jeu en vente, ils se rendent compte qu'ils ont fait, qu'il leur reste énormément de travail pour espérer, une fois que le jeu est fini, espérer pouvoir le vendre dans des bonnes conditions. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place par le passé sur certains jeux et qu'on veut continuer de mettre en place, notamment avec des sociétaires volontaires, donc du mentorat auprès de studios, de créateurs qui seraient en demande pour les accompagner dans leur production. En plus, bon, Vincent et moi notamment, on est plutôt dans la programmation, dans le dev, donc on est capable d'aider de façon très précise sur des sujets, mais on peut aider aussi du coup sur la partie la sortie, préparer la sortie. Et puis on a quand même du réseau parce que des fois on ne sait pas. Donc on est aussi capable d'aller chercher les informations chez les gens compétents ou de rediriger les bonnes questions vers les bonnes personnes. Et l'autre intérêt collectif, c'est de faire un catalogue. Je me suis en plein devant. Hop. Le catalogue, donc en fait, tout simplement, l'union fait la force, c'est-à-dire que sur des plateformes comme Steam et compagnie, regrouper tout sous un même label, sous un même nom, c'est espérer pouvoir à un moment négocier des deals avec Steam, avec toutes ces plateformes, pouvoir négocier de la visibilité, des promotions particulières ou des conditions d'accès un petit peu meilleures. Donc le fait de faire un catalogue, si les jeux se vendent, et surtout s'il y en a un qui se vend, il va porter les autres mécaniquement. Il va améliorer la visibilité de tous. Donc on a tout intérêt à être tous ensemble. Alors, je vais vous parler de l'organisation auquel on a pensé pour la SIC. Donc un petit organigramme pour commencer. Donc le point de départ de la SIC, c'est le sociétariat, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont acheter au moins une part sociale. À partir de là, on va mandater parmi les sociétaires un groupe qu'on appelle l'exécutif, qui va être composé de plein de personnes, je vous détaillerai après, mais qui sera mandaté par cette base de la SIC. Ce sociétariat va aussi mandater un autre organisme qui s'appelle le Conseil coopératif, dont je vais détailler après aussi. Le Conseil coopératif, l'un de ses rôles, c'est aussi de valider les adhésions et de qui rentre dans le sociétariat, mais surtout de conseiller l'exécutif et de contrôler, vérifier ce qu'il fait au jour le jour. C'est un espèce d'organisme de contre-pouvoir pour éviter qu'un exécutif n'aille que dans son sens ou dans son intérêt personnel, on va dire. Donc c'est vraiment l'idée d'organiser un contre-pouvoir. Donc dans le détail, donc les sociétaires, comme je disais, ce sont toutes les personnes morales ou physiques souscrivant à au moins une part sociale. Et c'est un des avantages de la SIC, c'est que ça peut être donc des associations, des entreprises qui souscrivent et pas forcément que des personnes physiques. Un des avantages par rapport à la SCOP. Ce qui est demandé en termes d'implication, et on peut être assez souple là-dessus, c'est une présence en assemblée générale annuelle. Donc c'est là où vous pouvez exprimer vos envies en tant que sociétaire, où on vous demandera aussi votre avis en tant que sociétaire. Enfin, je dis vous, mais où l'exécutif et le conseil coopératif demandera
votre avis en tant que sociétaire. C'est aussi là où on peut décider de certaines enveloppes budgétaires pour financer des releases de jeux, comme l'expliquait tout à l'heure Damien sur les enveloppes de marketing. C'est aussi là où, dans les AG, l'exécutif va vous faire des rapports moraux, des rapports financiers pour pouvoir vous expliquer tout ce qui a été fait, etc. etc. Donc vraiment, l'idée, c'est d'informer un maximum les sociétaires sur tout ce qui est fait. L'exécutif, donc, c'est un organisme qu'on réserve à des gens un peu plus impliqués dans la SIC. Donc, on demande un minimum de 10 parts sociales et qu'ils soient mandatés par le sociétariat pour pouvoir accéder à ce groupe. Donc, en fait, là, c'est du travail quotidien, c'est de la gestion quotidienne, c'est de la comptabilité, c'est du business development. Donc, ça veut dire aller chercher des nouveaux contrats, aller faire des salons, aller se déplacer pour parler de la SIC et discuter avec des futurs jeux assignés, par exemple, pour des nouvelles plateformes à vendre, qui vendent. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Donc la composition, en fait, c'est assez similaire à d'autres entreprises. Donc c'est la présidence de la société, les directrices générales et les salariés. Ce sont eux qui vont constituer ce groupe. Et bien sûr, voilà, cette représentation publique de la SIC est faite par les personnes issues de ce groupe. Le troisième élément de l'organigramme, c'est donc le conseil coopératif. Donc c'est l'organisme de contrôle, comme je disais. Donc là, on l'a construit à partir de 3 à 9 sièges issus des sociétaires. Pourquoi 3 à 9 Parce qu'en fait, il en faut un minimum 3 pour que ce soit un peu démocratique. Et on veut proposer jusqu'à 9 parce qu'en fait, on voulait qu'il y ait un siège réservé à chaque collège. Donc on vous expliquera après ce que c'est les collèges. Mais en gros, c'est pour assurer une meilleure représentativité de tous les types de sociétaires au sein du conseil coopératif. Donc, comme je disais, c'est un organisme qui va faire un peu de stratégie et de conseil. Ils ont aussi des pouvoirs de veto sur des décisions de l'exécutif. S'ils considèrent que l'exécutif prend des mauvaises décisions, ils ont le droit de dire non sur certains points. Pour le suivi, nous, on envisage ça comme des réunions trimestrielles où ils ont un certain nombre de rapports à débattre ensemble, de voir si ça leur convient ou pas, histoire de suivre un peu plus fréquemment que juste en AG. Et comme je disais, c'est donc eux qui valident les admissions sociétaires. Oui, j'ai eu un petit correctif de Marine sur la nomenclature. Donc c'est un organe et pas un organisme. Voilà. Si vraiment les questions techniques, on est heureux que Marine puisse vous répondre tout à l'heure. Celui-là, c'est pour moi. On va parler des collèges, si je n'ai pas tout oublié. Oui, c'est ça. Donc déjà, on rappelle la différence entre... donc on va faire une société coopérative d'intérêt collectif et non pas une SCOP. C'est un petit peu différent. La SCOP va plutôt être quand les salariés veulent reprendre leurs moyens de production et veulent mieux rémunérer leur travail. La SIC, il y a vraiment cette notion d'intérêt collectif, de mutualiser des moyens ou l'accès à certaines ressources par rapport à une filière. Donc, par exemple, nous, créateurs de jeux vidéo, on a besoin d'accéder à toutes les plateformes de vente, ce genre de choses. Donc, on a un intérêt collectif pour toutes les entreprises qui peuvent rejoindre la coopérative. Au sein de la coopérative, les décisions, notamment en AG, elles vont être prises par des collèges de vote. Un sociétaire qui rentre dans la coopérative, il va être attribué à un et un seul collège. Donc, un collège de vote, c'est des sociétaires qui ont des qualités communes, finalement. Chaque collège de vote va avoir sur une décision à prendre en AG, il va avoir plus ou moins de poids sur le résultat final de la décision. Il y a des collèges composés des gens qui s'impliquent plus ou qui sont plus ou moins nombreux. Donc vous allez voir après une répartition des pourcentages des différents collèges pour pondérer la voix de chacun. Quand ou si vous souscrivez des parts sociales, si vous rejoignez la coopérative, vous allez devoir choisir quel collège vous intéresse. On va le voir après, il y a des conditions d'accès à chaque collège,
Mais dans tous les cas, même si vous choisissez un collège, c'est le conseil coopératif, donc les 3 à 9 membres qu'a expliqué Vincent avant, qui vont valider ou non votre entrée dans un collège. Comme il y a des collèges qui ont des conditions, donc il faut un minimum vérifier, c'est que vous remplissez ces conditions, ou si ça ne matche pas trop, le conseil coopératif vous proposera potentiellement un autre collège ou refusera l'adhésion. Donc nous, on a choisi 5 collèges qui nous semblent représenter tous les catégories, les types de sociétaires qui pourraient avoir envie de nous rejoindre. Donc on va les voir un par un. Bon, le premier, il est assez simple, c'est l'exécutif. C'est identique à l'organe, et non pas l'organisme de gestion de la coopérative. Donc c'est composé du ou de la présidente, des directrices générales, des salariés. On demande de prendre au moins 10 parts sociales, donc un investissement monétaire plus important, puisque derrière, ça va donner... non, ça va, je ne suis pas trop sur le diagramme. Ça va donner un poids de vote qui est assez important, et puis concrètement, ces postes-là ont de fortes responsabilités dans l'activité de la coopérative. Les mandats de président, directeur, directrice générale sont validés et votés par, je regarde quand même Marine, par les sociétaires en AG. Donc, et ça veut dire aussi qu'ils peuvent être révoqués en AG si jamais ils font n'importe quoi. Si Vincent et moi, on s'achète une belle Lamborghini, il est probable qu'on reste pas longtemps. Mais peut-être qu'on garde la Lamborghini, je sais pas. Non, on la garde pas en plus. Dommage. Deuxième collège, pareil, assez logique, à poids égal en termes de poids de vote dans les décisions, c'est les studios, voilà, les créatrices. Bref, ce sont les gens qui nous mettent des jeux dans le catalogue, et c'est d'ailleurs la condition presque principale qu'on en fait, en plus de mettre un petit peu, donc prendre 5 parts sociales, donc un petit peu d'investissement, mais vraiment la condition qui différencie, c'est avoir un jeu dans le catalogue de T-Games, être distribué et être dans l'activité de la société. Donc ça permet aux studios qui ont leur jeu distribué par la société d'avoir une voix au chapitre quand l'éditeur fait une action. Et c'est donc autant des personnes morales que physiques, on peut avoir différentes... Enfin, on a dans notre catalogue des structures très diverses. On a des studios de plusieurs personnes, on a des micro-entreprises, on a des auteurs, autrices, on a même des gens globalement un peu sans statut, mais voilà, qui passent en auteur précompté, ce genre de choses. Donc c'est là-dessus assez ouvert. Un troisième collège, on a des gens, quand j'ai présenté le projet avec Vincent dès janvier sur LinkedIn et d'autres réseaux sociaux, qui étaient intéressés pour donner de leur temps à la coopérative. Des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent à nous donner, mais qui ont potentiellement du temps ou l'envie par exemple, de faire du mentorat, d'accompagner des projets ou de participer à la vie de la coopérative. Donc on a pensé à un collège, collège mentor et volontaire, pour ce type de profil. C'est un collège qui va demander un peu d'investissement, 5 parts sociales, et qui va demander de justifier d'un petit peu d'expérience. Disons qu'on ne voudrait pas mettre sur une production de junior quelqu'un qui serait lui-même junior sorti d'école. Ça risque de pas être soit pas très intéressant, soit ça pourrait peut-être faire des problèmes. Bon. C'est une condition qui est un petit peu subjective, un peu souple, mais l'idée, ce serait quand même plus de mettre des gens expérimentés qui transmettent leur savoir. Après, c'est aussi le collège pour ceux qui ont vraiment envie de mener des groupes de travail sur des sujets spécifiques pour la coopérative, ou si, par exemple, un développeur web veut nous aider sur la partie ERP, donc il pourrait rejoindre ce collège. Là, on est moins dans le mentorat, mais plus dans aider le développement. Ces activités de mentorat, de développement sur notre outil, sont potentiellement sujettes à rémunération. Ça ne veut pas dire qu'être dans ce collège garantit d'être rémunéré, mais il ne s'agit pas là de faire la promotion du bénévolat ou de venez, vous êtes sociétaire et en plus vous nous aidez gratos. On veut autant que possible en plus rémunérer les gens qui s'impliqueront dans la coopérative si on a les moyens. Alors, avant-dernier, le collège asso, partenaires et collectivités. Comme on baigne un peu on est dans un lieu, Creative Seeds, qui est géré par une association. À côté de nous, il y a 3 Combo. On est aussi dans l'association Atlan Games. Donc, on est entouré de milieux associatifs qui est assez intéressé par le projet. On pense beaucoup aussi à la métropole, à la région Bretagne et à des collectivités qui peuvent soutenir les démarches d'entreprises
vers d'économie sociale et solidaire, de SS. Donc on a créé un collège, je pense que ce ne sera pas celui qui sera le plus rempli, mais dans lequel elles peuvent s'impliquer, elles peuvent donner leur voix et avoir un petit peu de voix de vote en AG. Donc condition, on est plus sur des entités morales qui ont un intérêt direct ou indirect par rapport à T-Games. Voilà. Et enfin, je pense qu'il y en a pas mal dans le chat qui sont intéressés par ce collège, mais c'est celui qui est le plus ouvert. On veut permettre à tous les joueurs, toutes les joueuses, les créatrices de contenu, tous les gens qui ont envie de soutenir le jeu vidéo indépendant français, on veut clairement leur ouvrir la porte. On pense qu'il y a un super truc à faire, à avoir dans un même espace de communication et dans une même structure des créateurs de jeux, des joueurs, des créateurs de contenu. Il peut y avoir une très belle synergie. Donc voilà, c'est un collège. La condition d'accès, elle est toute simple, c'est juste être sociétaire, prendre une part sociale. Et c'est ouvert à tous et à toutes. Alors il y aura c'est peut-être le collège qui aura le plus de monde, mais quand même un poids assez significatif malgré tout dans les décisions. Alors, on a parlé des collèges et on a dit qu'ils allaient voter. Comment vont-ils voter? On a fait un choix qui s'appelle le report proportionnel. Donc, si vous avez suivi des débats sur les différentes élections de ces dernières années, souvent on entend parler du vote à la proportionnelle. Ça ressemble à ça. L'idée étant que chaque sociétaire vote au sein de son collège. Il apporte sa voix au sein de son collège. Un sociétaire est égal à une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il a souscrit. Donc, s'il n'y a pas de rapport de puissance de vote lié à la quantité d'argent investi. Et ensuite, donc les votes sont reportés proportionnellement au poids du collège. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure les 30, 30, 15, 15 % qu'il y avait. Donc l'idée, c'est que ce n'est pas la majorité absolue du collège qui rapporte tout le poids du collège au vote, c'est même si votre choix est en minorité, il est aussi reporté sur le vote final. Donc si on prend un petit exemple vite fait, s'il y a une décision en AG où il faut faire un choix entre le choix 1 et le choix 2, si on prend le collège studio et créatrice, il y a par exemple 50% de vote sur le choix 1 au sein du collège. Le collège a 30% de poids au sein de l'AG en termes de la décision de l'AG. Donc en fait, c'est un simple 50 x 30, donc ça rapporte 15% qui est apporté au total pour le choix 1 à l'AG. Ça veut dire que, par exemple, si dans votre collège, vous êtes en minorité sur un choix, mais que d'autres collèges sont en majorité sur ce choix, eh ben, vous pourrez apporter votre petite pierre à l'édifice, votre petit vote sera quand même compté à la fin. Donc c'est le principe de base de la proportionnelle. Petite note, donc là, on a une petite erreur parce que ça doit être des liens et pas des images, mais bon. Donc ici, on avait mis les images des statuts et du règlement intérieur, donc c'était juste des captures d'écran de PDF, donc c'était pas très intéressant, mais l'idée, c'est que si vous allez sur t.games, donc ty.games, sur le site, vous pourrez voir en public les règlements intérieurs que vous pourrez lire en détail et les statuts, si vous voulez vraiment vérifier tout ce qu'on vous a dit et voir dans le détail un peu plus que ce qu'on vous explique aujourd'hui. Nos statuts, en tout cas la version la plus à jour aujourd'hui, et quand ce sera la version finale, on le mettra aussi, sont disponibles et ouverts à tout par souci de transparence. J'étais en train de poster les liens si vous voulez voir sur le site, mais enfin on est sur des PDF de plus de 30-35 pages, donc pas forcément à faire maintenant. C'est un peu costaud. Et pour rassurer ceux qui sont dans le chat, nous avons des gens très très motivés qui mettent chaque question sur un post-it et qui nous les transmettront à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau sur le chat. C'est pris en compte. On a déjà un paquet de post-it. Mais c'est trop cool. Merci beaucoup. Alors, le besoin de financement, cette transformation en coopérative, c'est aussi l'occasion de lever des fonds. Jusqu'à présent, T-Games, on l'a pensé comme un outil assez transitoire dans ses flux, au sens où ça gardait le minimum, la commission la plus petite, ça gardait le minimum d'argent pour fonctionner, mais ça reversait un maximum aux studios et aux auteurs des jeux. Pour fonctionner, déjà, on va devoir repenser ce modèle économique. C'est ce qu'on a présenté un peu au début, l'activité, en développant l'édition et la partie B2B, la partie de l'outil.
Mais donc le passage en coopérative, c'est l'occasion de faire rentrer de la trésorerie très concrètement et de permettre à l'activité de la société de se développer beaucoup plus vite qu'en essayant de mettre un peu de côté à chaque fois. La première pierre à l'édifice de notre financement, c'est vraiment les parts sociales. C'est que des gens investissent dans la structure, deviennent sociétaires, l'achat de parts sociales. C'est la moitié de notre besoin en financement, très concrètement. Donc, on avait fait un sondage en janvier, qu'on vous avez peut-être vu sur les réseaux, peut-être pour ça que vous avez entendu parler du projet à la base. Un petit sondage préliminaire de est-ce que ça vous intéresserait, combien vous pourriez mettre. Et on était dans ces eaux-là de façon assez conservatrice. Donc, bon, est-ce que ça va se réaliser? On l'espère. On vous en parlera à la fin de comment concrètement, dès après cette présentation, vous pouvez nous faire une promesse de souscription. En tout cas, c'est vraiment notre première. Ok, on est déjà en train de dépasser le temps, me dit Vincent. On va accélérer là. Avec cette première pierre à l'édifice, notre idée après, c'est d'aller solliciter. Il y a des organismes d'emprunt ou d'aide un peu dédiés aux ESS, à l'économie sociale et solidaire, qui, d'après Marine, semblent intéressés par le projet. Et d'après le cabinet Fiteco, sur les montants qu'on pourrait leur demander, pourraient être assez réceptifs. Donc voilà, on a un plan de financement qui pourrait être assez crédible, dans lequel emprunter une partie par ces mécanismes serait tout à fait possible. On aimerait voir avec la collectivité, donc soit la métropole, soit la région, en termes de, encore une fois, de SS, quelles sont les subventions ou les aides possibles. Il paraît qu'il y a des nouvelles aides en cours de déploiement, donc à surveiller. Et enfin, compléter, notamment si nous avons réussi à débloquer les financements précédents, compléter par un emprunt bancaire. Globalement, on vise dans le prévisionnel de façon réaliste et pas trop fantaisiste ou pas trop optimiste, un financement de 100 000 €. Alors, concrètement, l'achat de parts sociales, ça veut dire, comment ça va marcher? On a fixé la part sociale, donc l'action, comme on pourrait dire dans une société normale, mais en coopérative, on parle de part sociale. On l'a fixée à 100 €, ce qui est à la fois peu et beaucoup. On entend que si vous n'êtes pas un studio, si vous êtes juste un individu, 100 € c'est déjà pas mal. En fait, ça peut être déjà beaucoup dans votre budget. Mais bon, après, nous, ça nous implique quand même un petit peu de formalité. Ça vous donne accès à toute la coopérative. Donc, c'est le juste milieu qu'on a essayé de trouver. Alors on dit 100 € la part, l'idée autant aussi que vous pouvez prendre autant de parts que vous le voulez. Tu l'as expliqué, il me semble, que le nombre de parts ne permet pas d'avoir plus de pouvoir au vote. Mais ça va quand même être utile pour quelque chose que j'explique après. Enfin voilà, l'idée n'est pas que tout le monde prenne juste 100 €. Mettez, si vous souhaitez investir plus, ça portera clairement la coopérative plus loin. L'adhésion, alors dans un premier temps, ça va être un formulaire, un PDF à nous renvoyer par email. Et dans un second temps, on espère avoir un partenariat avec un service type Coop Hub qui permet de tout faire en ligne de façon très très simplifiée. Mais ça va être assez simple. Adhérer à la coopérative, c'est remplir un papier, selon les collèges, fournir 2-3 justificatifs et faire un virement. La sortie de la coopérative, en fait, ça va être à peu près aussi simple. Le moment où vous en avez marre, où vous avez besoin de retrouver votre argent, vous pouvez dire j'ai besoin de sortir. Dans tous les cas, c'est ratifié, c'est acté à la prochaine AG. Donc si on fait des AG en janvier de chaque année, voilà, l'année suivante, la prochaine AG qui suit, le moment où vous dites je pars ou je rentre, c'est là où on fait la liste des gens qui partent et qui rentrent. Le remboursement, donc si vous mettez 100 €, vous allez récupérer 100 €. Mais la société peut avoir, alors si vous avez mis plus, ça peut être compliqué pour la société de sortir toute la trésorerie d'un coup. Donc les statuts prévoient un remboursement sous 5 ans, quand la trésorerie le permet. Après, si vous avez mis beaucoup d'argent, peut-être échelonner le paiement ou ce genre de choses. Donc voir des choses qu'on voit ensemble. Dans tous les cas, l'idée c'est que vous pouvez récupérer votre argent. Les parts, elles sont à 100 € aujourd'hui, enfin au 1er janvier 2027, date de passage en coopérative. Dans 5 ans, si la coopérative fonctionne, ou dans 10 ans, elles vaudront toujours 100 €. La part ne changera jamais de valeur. Ça, c'est un mécanisme qui est propre à la SIC. Je ne sais pas pour la SCOP, mais en tout cas, c'est propre à la SIC. Il n'y aura pas de plus-value sur votre part. Vous ne mettez pas de l'argent pour espérer faire une plus-value quand vous sortirez. Cela dit, on ouvre la porte aux dividendes, qui sont en SIC possibles, mais très encadrés. C'est clairement un mécanisme
très contrôlé. L'idée n'est pas que tous les bénéfices de la coopérative partent en dividendes, c'est pas possible. Mais une partie de ces bénéfices, si tous les sociétaires sont d'accord, peut être versée en dividendes. Donc les dividendes, là, c'est plus vous avez de parts, plus vous avez de dividendes. Ça, c'est on va dire le mécanisme aujourd'hui principal pour rentrer dans la coopérative. À partir de janvier, on va en ouvrir un deuxième qui s'appelle les titres participatifs, qui sont alors on me dit rémunération aux parts sociales, pas dividendes. Très bien. Donc mais dividendes, ça parle aux gens. Non, d'accord, j'ai dit une bêtise. Vous m'en excuserez. T'as relu le support. Voilà. Je me décharge de ma faute. Ouais. Bref, les titres participatifs. On est sur des montants beaucoup plus élevés parce que ça fait beaucoup plus de travail administratif. C'est vraiment assez différent. C'est une sorte de bon du trésor. C'est dire, OK, je prête à la société 5 000 €. Elle me rendra dans X années 5 000 € plus des intérêts calculés annuellement. Donc c'est vraiment, prêter à la société contre intérêt, c'est beaucoup plus monétaire, mais c'est aussi des montants qui peuvent être très intéressants pour la coopérative. Et si on ça, je pense ici, ça ne vous concerne pas trop, ni dans le chat, ni dans la salle, mais ça peut quand même concerner des organismes d'emprunt. En fait, ils peuvent passer par les titres participatifs pour faire des emprunts à la coopérative. Hop là, j'ai appuyé trop vite, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Ouais, pendant que le monsieur répare. L'idée, dans tous les cas, peu importe le montant que vous mettez, ne vous endettez pas pour nous. Ne mettez que ce que vous êtes prêt à perdre, finalement, parce que ce sont des placements qui restent risqués. Donc voilà, ne mettez pas plus que ce qui pourrait vous mettre en danger. Si vous souhaitez nous soutenir, évidemment, ça nous ferait très plaisir et ça nous aiderait beaucoup. Mais ne vous mettez surtout pas en danger pour nous. Et rappelez-vous, ce sont des placements à risque. Il est possible que cet argent ne revienne jamais. Là, tu es revenu en arrière. On a cassé le diapo. Les aléas du direct. On va essayer d'avancer parce qu'on est quasiment au bout, je vous rassure, et on va prendre toutes vos questions. Je vois tous les post-it et je me dis qu'il va falloir qu'on garde du temps. On a prévu du temps, ne vous inquiétez pas. Alors, pourquoi investir? Déjà, il y a tout l'aspect économie sociale. C'est aider des créatrices indépendantes avec un modèle qui est plus redistributeur. Donc voilà, on vous a parlé de système de commission, etc. L'idée, c'est d'avoir de l'argent qui reste en commission ou via d'autres mécanismes dans la SIC pour son fonctionnement à elle-même, mais quand même de redistribuer un maximum aux personnes qui font des jeux vidéo. Donc un soutien aussi aux jeux vidéo indépendants, même s'il y a autant de définitions que de personnes sur ce qu'est le jeu vidéo indépendant. Nous, on l'envisage comme ouvrir des portes à des espaces et des propositions créatives, expérimentales, que parfois on a du mal à vendre à d'autres distributeurs parce qu'eux ne voient que l'intérêt financier ou en tout cas que le potentiel à faire d'énormes plus-values là-dessus. Voilà, nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de aussi être capable de distribuer ce genre de projet. Et il y a aussi un aspect autour de l'ancrage local. Donc nous, en Bretagne, on a ce truc le local et tout, mais en fait, ça a du sens aussi à l'échelle de la France, de pouvoir un peu aider plus de créatrices en France. La SIC, comme on l'a dit Damien tout à l'heure, il y a aussi une envie de rémunérer du travail via des formats de mentorat, des choses comme ça. Donc c'est aussi apporter du travail à l'échelle locale, française, sur plein de sujets sur lesquels vous pourriez aider en tant que sociétaire. Voilà, donc comme j'ai promis, c'est fini. Donc là, vous avez énormément d'informations sur le site t.game si vous voulez avoir plus de détails sur tout ce qu'on vous a dit ou revenir dessus. On va diffuser les bulletins de souscription aussi pour que les gens intéressés puissent nous envoyer leurs bulletins de souscription. On reste disponible pour toute question ici. On va y répondre tout de suite à celles qui ont déjà été posées. Et si jamais vous avez des questions après, on est très accessible donc via un mail, déjà coopérative@t.games. Mais on est aussi facilement accessible sur des réseaux type LinkedIn, Discord, ou voilà, si vous savez nous retrouver via d'autres moyens, il n'y a aucun problème. On répond au maximum aux questions que vous pourriez avoir. Et donc, on va passer aux questions.
Juste un mot, les bulletins anticipés ne veulent pas dire vous faites le virement aujourd'hui. Il s'agit de faire une promesse, signer un papier quelque part qu'on reçoit et qui nous dit voilà, j'aimerais vous soutenir, j'aimerais mettre tant, mais on verra plus tard pour les modalités concrètes de comment vous faites le virement ou vous payez. Pas d'urgence là-dessus. Alors, je vais me faire la voix du chat pour l'instant, et puis s'il y a jamais des questions dans la salle, coupez-moi, parce que pour l'instant, je vais monopoliser le micro. Je vais les prendre dans à peu près l'ordre dans lequel elles sont arrivées. La première question est de Muggle Nation. Avez-vous des contacts ou accompagnements pour la localisation, en particulier pour les langues asiatiques? Alors, c'est un sujet sur lequel on travaille actuellement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais par exemple, j'ai fait le Game Camp pour parler de la coopérative et pour d'autres raisons. J'ai commencé à rencontrer quelques contacts pour faire du bizdev avec l'Asie, la Chine notamment. Nous, effectivement, on sait que c'est un énorme marché. On veut y aller. Et donc, c'est un peu l'intérêt de faire un regroupement d'Union fait la force et de pouvoir ouvrir ce genre de canaux plus facilement que si on était chacun tout seul dans notre coin. Donc oui, c'est un sujet, c'est pas le cas aujourd'hui, mais ça fait partie de la roadmap de la coopérative. Précision pour la Corée, on a un accès à Smilegate. Alors, on n'a pas tout publié chez eux, mais voilà, on a notamment publié chez Smilegate un jeu. Et ils se sont occupés de la traduction en coréen. Et du coup, ils gardent l'exclusivité territoriale de la langue. Donc, en gros, le jeu n'est jouable en coréen qu'à travers leur store. Donc, c'est déjà un partenariat qui est ouvert, mais qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup exploiter. Mais clairement, c'est quelque chose qu'on veut développer. Vous imaginez pas le nombre de post-it qui sont posés devant. C'est pour ça, vraiment, s'il y a des questions dans la salle, criez, parce que je ne vous vois pas. On a eu ensuite une question de Max Arobase. Quand tu parlais des budgets par projet, donc 15-20K par projet, c'est pour le studio directement, ou est-ce que c'est une enveloppe dédiée que vous gardez pour faire com, localisation, market, etc. Très bonne question. Alors, comme je l'ai dit, mais ça n'a peut-être pas été très clair. On sait qu'actuellement, on ne peut pas vraiment financer le salaire, concrètement, on ne peut pas payer les développeurs à leur production. Donc, après, ça reste un peu négociable, mais dans notre idée, les 15-20K sont plutôt pour le market, donc plutôt une enveloppe côté T-Games qui nous permet d'acheter de la publicité, de payer un beau trailer, de payer des influenceurs. Donc voilà, plutôt côté marketing que côté production. Maintenant, je veux dire, si les gens ils crèvent de faim et ils ont besoin de 10 000 €, je pense qu'on peut quand même discuter. C'est pas gravé dans le marbre. Ensuite, on a eu une question de... il y a une dans la salle. Merci. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris, mais du coup, pour confirmer, il n'y a pas de limite de parts qu'on peut acheter? Marine, tu confirmes? Je ne sais pas. Non, il n'y a pas de limite, à la différence des scopes où un sociétaire ne peut pas posséder plus de 50 % du capital social. En SIC, la détention au capital est décorrélée des droits de vote. Donc on pourrait très bien avoir un souscripteur qui prend 1 million au capital. Grand bien lui fasse. En revanche, il n'aurait pas plus de poids qu'un autre votant dans le collège de vote dans lequel il serait affecté. Dans chaque collège de vote, c'est une personne égale une voix. Peu importe le nombre de parts que tu détiens. En revanche, tu peux détenir autant de parts que tu veux, ce ne sera pas limité. Ok. Donc allons-y. Ok. Et du coup, la question qui découle de ça, c'est que malgré le fait que le droit de vote protège, enfin que les modalités de vote protègent ce principe-là, est-ce qu'il n'y a pas un potentiel risque aussi d'avoir un acteur au sein de la SKIC qui possède beaucoup plus de parts et qui du coup, ou qui a l'intention d'en acheter et qui du coup peut aussi plus facilement influencer les décisions au global en faisant en fait un peu du chantage à l'achat de parts ou au fait de les retirer plus tard aussi? Là, c'est un warning à avoir au début quand on l'accepte au sociétariat. En fait, après, je ne vois pas comment il pourrait faire du chantage dans la mesure où son poids sera équivalent à celui des autres dans le sociétariat. En fait, il y a très peu de chances que tu aies une personne qui vienne en disant je veux posséder 99% du capital pour accepter derrière seulement un petit pourcentage du poids total des droits de vote dans la structure. Mais si vous y arrivez, on en rediscute, mais franchement, ça ne va pas arriver tout de suite. Donc, il n'y a pas de risque là-dessus de concentration des pouvoirs
parce que la personne détient beaucoup de capital. C'est l'avantage de la coopérative. C'est le gros avantage de la coopérative, puisque elle ne va pas pouvoir être cédée ou à un tiers, un géant qui va venir le grignoter petit à petit. Voilà. Merci. Merci Pierrick, parce que c'était aussi une des questions du chat, donc j'ai dépilé un post-it. On a une question de Super Mariole. Est-ce que le mentorat s'adresse à des jeunes en âge ou à des jeunes dans le secteur? Dans le secteur, je pense que c'est surtout une question d'expérience sur la production, de pouvoir aider, pouvoir aider quelqu'un qui n'a pas encore vu tous les aspects de la production, de la sortie d'un jeu. Donc voilà, l'âge nous importe pas trop, voilà. Tout simplement. On a ensuite une question qui a été posée à la fois par Lucinda et Muggle Nation sur le nombre de sièges dans le conseil coopératif. Il y avait une répartition en 3, 5, 7, 9 sièges qui n'a pas été bien comprise. Ok, on est peut-être passé un peu vite, donc on va remettre la diapo. Donc, le concept, c'est que c'est minimum 3, maximum 9. Idéalement, il faut que ce soit impair parce que ça évite des votes à 50%, évidemment. Mais ça, c'est l'idéal. C'est construit d'une manière où, parmi les 9, il y en a un qui est réservé à chaque collège. Donc, on a parlé des 5 collèges, studio créatrice, exécutif, mentor et volontaire, communauté et collectivité, association, etc. Donc, un ou une représentante de ce collège a accès à ce siège. Et après, pour les 4 sièges restants, c'est open. Donc là, je parle sous vérification, contrôle de Marine. Donc ça permet de s'assurer que si jamais un collège ne souhaite pas proposer de représentants ou de représentantes, eh ben, de pouvoir même construire un conseil coopératif avec ces 4 autres sièges qui sont ouverts à tous et à toutes. Et voilà, donc il n'y a pas de 3, 5, 9, 7, c'est de 3 à 9 et certains sièges réservés. Il y a personne dans la salle. Alors, je continue à dépiler. Une dernière chose à préciser, c'est que dans le conseil coopératif, on a prévu que ni le président ni le directeur général ne puissent siéger au sein du conseil coopératif pour garantir la démocratie et l'indépendance des organes de gouvernance. Voilà. Donc ce serait forcément réservé à la 3e catégorie du conseil coopératif, les salariés éventuellement, si on est en capacité d'en accueillir. Ces personnes-là pourraient siéger. On a une question ensuite de Chris, parce que je ne prononcerai pas son pseudo. Une personne déjà salariée d'un studio de jeux vidéo sans lien avec T-Games peut-elle être sociétaire sans prendre part à l'exécutif? Alors, la réponse oui, forcément. Déjà parce que cette personne peut être à côté de son studio aussi avoir des projets. Donc oui. Après, la question de si, par exemple, c'est une personne en décision sur ce studio, bah, ça a peut-être plus de sens que d'être représenté en tant que studio, déjà d'une. Ensuite, si c'est d'autres entités, par exemple une personne en décision auprès d'un éditeur, par exemple, qui serait... Alors, je vais dire le mot concurrence, mais c'est pas vraiment ça. Mais en même temps, il peut y avoir ce truc de risque, de dévoiement un peu de la structure si jamais il y a ce genre de personnes qui peuvent rentrer. Donc quand c'est des organismes, des gens qui travaillent et qui sont dans des postes à décision, donc de direction, dans des entités qui sont un peu annexes à notre activité, on voudrait éviter peut-être de créer des problématiques. Donc là, ce serait peut-être un peu plus compliqué. Et dans tous les cas, comme je disais, c'est le conseil coopératif qui va valider les adhésions et évidemment, il y aura de la souplesse parce qu'on veut quand même que des gens puissent adhérer. Donc, ils feront attention à plein de choses dans les adhésions, mais dans l'absolu, oui, sur plein de cas, c'est tout à fait possible. On a ensuite une question de Marthe Premier. Pour intégrer le collège studio, faut-il que le jeu soit sorti ou en cours de création?
Alors là, c'est pareil, ça peut être un jeu qui va sortir bientôt. Ça, il n'y a aucun souci. Après, évidemment, comme il y a une AG annuelle et qu'il y a donc une repasse qui est fait sur les sociétaires et leurs attributions aux différents collèges, si on nous a annoncé ça sort dans 6 mois et qu'au bout de 2 ans, c'est pas sorti, peut-être qu'on réattribuera le sociétaire à un autre collège. Là encore, c'est toujours pareil. Nous, on a une vision un peu souple là-dessus. Après, ce sera à voir en fonction de qui sera dans le conseil coopératif et quelle sera leur vision de la chose. Enfin, le principe de la coopérative, c'est que nous, on a certaines idées, mais ça ne va pas forcément se passer comme nous, on le dit là. On va exprimer cette opinion au sein de la coopérative. Elle sera débattue avec d'autres qui auront peut-être des opinions différentes sur le sujet. Mais dans l'absolu, oui, il n'y a aucun problème. Si vous avez un jeu en cours de création, on vous intègre dans le studio, dans le collège studio et Creatoris. Et voilà, on compte sur vous pour qu'à un moment, votre jeu rentre dans le catalogue. Ça, c'est la deuxième condition. On a ensuite une question de Manath. Comment acheter/prendre des parts? Alors, c'est ce qu'expliquait Damien tout à l'heure. On va diffuser un bulletin qui sera un PDF à nous retransmettre par mail. C'est tout simple, un petit bulletin, nom, prénom, quel type de sociétaire vous êtes, etc. Et à un moment, on vous recontactera pour ce qui s'appelle libérer la part sociale. Mais je laisse Marine peut-être expliquer ça beaucoup mieux que moi. Non, je vais juste compléter. Du coup, là, on est avant le passage en coopérative qui va se faire probablement, l'AG va se faire courant du mois d'octobre et pour un passage en coopérative effectif à compter du 1er janvier 2027. Ce qui veut dire qu'avant cette date, ce sera des bulletins de souscription anticipés, ceux qui vous seront présentés tout à l'heure. Après, qui sont téléchargeables, pardon. Ensuite, quand la coopérative sera mise en place, ce sera des bulletins de souscription simples. On pourra toujours en continu souscrire de nouvelles parts sociales, étant entendu qu'il faudra quand même mentionner qui vous êtes ou le numéro sirène de la société, la dénomination, votre adresse et le nombre de parts que vous souscrivez, puis à quel collège vous souhaitez appartenir, et ensuite un collège vous sera affecté. En tout cas, la procédure est un tout petit peu différente entre le moment où on n'est pas encore en coopérative et le moment où on y sera après. Mais c'est le même mécanisme. Merci Marine. C'est beaucoup plus précis quand même comme ça. On a une question. Est-ce qu'on peut racheter imaginons, j'achète 3 parts. Je trouve que ça se passe bien et je suis content, j'ai envie de m'investir un peu plus. Est-ce que je peux acheter une part plus tard? Oui. La réponse est oui, pas de problème. C'est l'avantage, c'est variable. Tu achètes des parts comme tu veux en récupères aussi, tu peux en récupérer qu'une partie. C'est très souple, si la trésorerie le permet. Il reste au moins 8 post-it. Non, il en reste beaucoup plus, il les pose plus vite qu'on arrive à les écrire. On a ensuite une question de Lucinda. Le remboursement est-il également soumis aux conditions de CA/bénéfice comme en scope? C'est en cas de demande de remboursement des parts, est-ce que c'est soumis à trésorerie, chiffre d'affaires, bénéfice de T-Games, ou est-ce que, comme pour les scopes, ou est-ce que c'est quoi qu'il arrive, ils doivent rembourser C'est pas immédiatement? comme pour les scopes, c'est comme dans n'importe quelle société finalement. Dans les statuts, on prévoit qu'on peut mettre jusqu'à 5 ans pour rembourser les parts d'une personne qui sort du sociétariat. En principe, quand la trésor est disponible dans les comptes de la société, on rembourse tout de suite. La valeur de la part, elle est arrêtée à chaque assemblée générale ordinaire annuelle. Ça veut dire que si la structure fait des pertes, on peut imputer les pertes sur la valeur de la part et auquel cas la valeur de la part diminue. C'est pour ça qu'on appelle ça du capital risque quand on souscrit au capital d'une société, mais qu'elle soit SIC ou n'importe quelle autre forme de société, finalement, le risque qu'on prend à souscrire dans le capital d'une société, c'est aussi le risque de perdre ce montant en capital. Il vaut mieux, si on veut faire un investissement un petit peu moins risqué, prendre un peu moins de parts sociales et proposer d'apporter le reste en compte courant, par exemple. Là, c'est un tout petit peu moins risqué. En termes de capital, sinon, voilà, les pertes peuvent s'imputer sur la valeur de la part. Je précise quand même qu'on impute en général les pertes prioritairement sur les réserves pour essayer de maintenir le plus possible la valeur de la part intacte.
On a ensuite une question de Li Wen. Est-ce qu'un syndicat peut prendre des parts sociales et rejoindre un collège associatif? Alors c'est une question qu'on s'est posée et pour l'instant, on estime que ça ne rentre pas trop dans nos collèges. À voir après. Donc c'est encore une fois la décision. Là, on imagine des choses avec Vincent, mais la décision appartiendra au conseil coopératif si le cas venait à se présenter. Mais bon, déjà, je ne suis pas sûr que ce soit STJV ou SNJV, par exemple, ait beaucoup d'intérêt à venir prendre des parts dans la coopérative, et puis ça ferait peut-être un peu conflit d'intérêts selon leur activité. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on imagine plutôt refuser, mais encore une fois, c'est aussi une décision qui ne nous appartiendra pas après. Tu veux compléter? Non, ok. Que je dis des bêtises. Et pour vous donner une idée de où est-ce qu'on est dans la pile, on attaque les questions qui ont commencé à être posées après la fin de vos slides. Là, ça y est. Une question de Super Mariol. Si je prends une part sociale en tant qu'individu collège communautaire et que je crée une micro-entreprise, puis-je acquérir X parts sociales en tant que studio avec cumul des deux? Alors, étant donné que la micro-entreprise n'est pas distincte de la personne physique, ça ne va probablement pas marcher. En revanche, si une personne physique est dans un collège, affectée à un collège, et qu'elle travaille pour une autre structure ou qu'elle a une autre structure professionnelle à côté, là en forme de société commerciale ou association, elle pourrait rentrer par ce biais-là dans un autre collège, s'il y a d'autres intérêts qui sont défendus. Mais la micro-entreprise n'est pas distincte de la personne physique. Ensuite, je vais fusionner deux questions qui me semblent relativement similaires. Une de Pomme de Pain. Comment est calculé le taux d'intérêt des titres? Est-il ouvert aux particuliers? Quels sont les avantages fiscaux? Et nous avions Marthe Premier qui avait aussi demandé quel est l'intérêt à prendre 20 parts au lieu de 10 en dehors de ces dividendes. Okay. Alors pour la partie intérêt, c'est avant tout le soutien et croire dans le projet de la coopérative. Plus il y aura d'argent, plus on pourra faire de choses. Si vous êtes très nombreux et nombreuses à prendre une seule part, malheureusement, il est probable qu'on n'atteigne pas notre objectif de financement. Donc si vous pouvez et souhaitez mettre plus, ça fera clairement la différence. Moi, je vais répondre sur la partie calcul de l'intérêt aux parts sociales. La décision de la rémunération aux parts sociales, elle est décidée en AG. En SIC, c'est encadré. On ne pourra pas dépasser le taux moyen de rendement des obligations. Il faudrait regarder là sur Google à combien il est aujourd'hui, enfin sur Google ou sur n'importe quel autre moyen d'obtenir cette information. Mais du coup, c'est le taux moyen de rendement des obligations plus 2 points. Donc là, on doit être aux alentours de 3, 4, 5%, plus 2 points. On peut décider d'aller dans cette fourchette-là sur la rémunération aux parts sociales, voire un peu en dessous, c'est possible aussi. Mais c'est une décision qui est soumise à l'Assemblée générale, qui est souveraine là-dessus. Une question de Tinuviel dans le chat. Dans le règlement intérieur, des sociétaires qui commettent des fautes qui sont précisées dans le règlement, par exemple du harcèlement, donc c'est noté qu'ils sont exclus de l'espace de travail. Quid des collèges? Quid de leur potentiel mandat? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre toute la question. Pour ce qui est des personnes qui, quand on adhère, on accepte le règlement intérieur. Et effectivement, dans le règlement intérieur, que vous pouvez lire sur le site internet, il y a ce genre de règles, effectivement, s'il y a des personnes qui font du harcèlement, des choses comme ça, on peut les exclure. Il y a des cas prévus pour comme ça. On a des cas aussi sur l'atteinte à l'image de la coopérative. Si vous, par exemple, vous avez des personnes condamnées en justice, on peut se servir de certaines clauses. Et je crois que Marine veut compléter. Non, je ne veux pas forcément compléter, mais donc la question, c'est un peu si Patrick Bruel demande son adhésion au sociétariat demain. Dans l'idée, c'est de pouvoir l'exclure en qualité d'associé, donc de l'espace de travail, puis si jamais il est vraiment condamné, on l'exclut du sociétariat. Et puis s'il est vraiment, si vous avez trébuché et que vous l'avez nommé en tant que mandataire social, on pourra le révoquer de ses qualités de mandataire social. Les cas sont prévus dans les statuts et dans le règlement intérieur. L'idée, c'est d'avoir un cadre safe et sain pour travailler et faire évoluer cette coopérative. On a essayé de prévoir le plus large possible
Après, ces documents-là, du coup, c'est encore des documents de travail. On n'est pas sur les versions définitives qui sont validées par l'Assemblée générale de transformation de la SAS en SIC, enfin du passage de la SAS en SIC SAS. Donc l'idée, c'est que si jamais vous avez des suggestions et que vous voulez adhérer au sociétariat, vous pouvez les soumettre à David et Damien. J'ai fait un Damien et Vincent. Vous pourrez les soumettre à Damien et Vincent, qu'on puisse désolé, qu'on puisse après en discuter et puis voir si les remarques sont pertinentes, les intégrer dans les projets de statut et de règlement intérieur. Au contraire, on est preneur de toutes les infos, demandes et compléments à ce sujet. Une autre question de Nini Jus de Fruits. Est-ce qu'avec T-Games est prévue la mise en relation entre prestataires et candidats pour le développement des studios et est-ce couvert dans le mentorat? Alors, la question c'est est-ce que vous pouvez trouver des gens avec qui vous voulez travailler au sein de l'espace? Bah oui, hein, si vous voulez travailler avec des gens que vous aimez bien ou que vous avez besoin des compétences, il n'y a pas de souci. Pour l'aspect mentorat, est-ce que c'est plus une question, oui, on peut aider ces gens-là, on trouver quelqu'un qui pourrait aider ces gens-là à peut-être se structurer? Je ne suis pas sûr d'avoir compris vraiment la question finement. Tu as peut-être une idée, toi, Damien? Si je comprends la question, c'est un petit peu, est-ce qu'on, enfin, je ne veux pas dire qu'on fait une plateforme d'emploi, mais est-ce qu'on aide potentiellement à faire de l'emploi? C'est comme ça que tu le vois, Antoine, aussi? Non, t'engages pas. Je te jette sous le bus là. C'est pas la vocation de notre activité première, mais le fait de créer un espace communautaire où des sociétaires vont pouvoir échanger avec des studios, avec des groupes de travail ou des actions comme le mentorat, donc des gens qui se rencontrent, ça favorise forcément à travailler ensemble. Vous n'êtes pas sans savoir que le réseautage ouvre beaucoup de portes dans ce qui est trouver des contrats. Maintenant, oui, clairement, la situation de l'emploi étant compliquée, les studios très précarisés et les travailleurs dans le jeu vidéo et travailleuses aussi sont très précarisés. Donc, j'ai pas très envie de m'engager à vous dire qu'on va trouver de l'emploi pour tout le monde, mais on espère qu'au moins l'espace communautaire, ça promettra des échanges et favorisera ce genre de choses. Je sais pas si j'ai coupé. Non, c'est bon. Je pense aussi la question, elle était peut-être quelqu'un qui veut développer son studio, qui manque des compétences. Est-ce que vous allez les aider à trouver des partenaires pour les compétences en question? Enfin, Ouais. j'imagine qu'elle peut être un peu dans les deux sens. Et ben dans ce sens-là, je pense que c'est effectivement plus simple puisqu'on connaît, on va avoir un certain réseau, on a déjà un certain réseau de gens de confiance dans à peu près tous les domaines qu'on peut recommander. Les sociétaires apporteront aussi leurs recommandations. Donc, si quelqu'un cherche un concept artiste, par exemple, on devrait avoir pas mal de noms à proposer dans des styles très différents, des tarifs différents. Et le studio qui a besoin de quelqu'un, je pense, aura du choix. Alors, une autre question de Grill. Quel type de décision prend l'exécutif seul et quel type de décisions sont votées par les collèges? Y a-t-il des critères particuliers? Donc ça, c'est pour une question sur les jeux. Y a-t-il des critères particuliers ou des genres de jeux à pitcher? Et qui décide du montant alloué à chaque jeu? Excellente question. Alors, c'est quelque chose qu'on a mis dans le règlement intérieur. Pour le petit point pratique, les statuts, c'est difficile à modifier, un peu coûteux. Donc, c'est quelque chose qui offre vraiment qui propose un cadre assez général et qu'on vient compléter, qu'on vient préciser par le règlement intérieur, qui lui peut être modifié plus facilement via une actionnelle par les sociétés. L'idée, c'est de continuer déjà à signer des jeux en distribution, c'est pouvoir payer, vous donner de l'argent ou payer du marketing au studio, donc faire des dépenses, un contrat avec une nouvelle plateforme, pouvoir acheter un dev kit, donc pouvoir tout simplement travailler dans les activités de la société. Mais une fois en coopérative, on aura le conseil coopératif qui va avoir connaissance de toutes les actions de l'exécutif et qui pourra mettre un veto ou en tout cas remonter les alertes à tout le monde si voilà.
Alors, sur certaines, donc le conseil coopératif est informé pour la gestion un peu au jour le jour. Là, Damien prenait l'exemple d'un achat de dev kit, donc ça coûte plusieurs milliers d'euros. Ça, s'il y a une énorme dépense de ce type, effectivement, c'est des cas où le conseil coopératif peut mettre un veto. Il ne peut pas tout bloquer tout le temps. Le cas de signer une nouvelle plateforme, comme c'est juste de l'apport d'argent, là, forcément, l'exécutif a un peu toute la possibilité de le faire. Le conseil coopératif en est informé et puis après remonter ça en AG, etc. Si jamais ça pose problème de signer avec une plateforme, on peut envisager des plateformes avec qui ça peut être problématique. Mais pour ce qui est de la gestion le jour le jour, l'exécutif n'est pas bloqué. C'est vraiment dans le cas où, par exemple, on veut acheter. Ouais, le cas qu'on a pensé, nous, c'est l'exécutif veut acheter 3 dev kits. Il y en a pour plus de 10 000 euros. Bon, bah, là, peut-être qu'on va demander on va demander l'autorisation au conseil coopératif. Est-ce que vous êtes d'accord? On justifie ce besoin pour cette raison-là, cette raison-là, cette raison-là. Et voilà. Donc, c'est décrit en fait dans le règlement intérieur, les statuts. Le détail en gros, c'est souvent basé sur des décisions qui demandent de l'investissement, si l'investissement est important, le conseil coopératif peut mettre un veto et après voilà. Comme je viens de dire la phrase exacte, grâce à Marine, c'est des dépenses supérieures à 5 000 euros sont soumises à l'approbation du conseil coopératif obligatoirement. Donc voilà, il s'agit de, quand on engage vraiment des frais avec la société, d'avoir une approbation. Il y avait d'autres questions. Donc, pour la question qui décide du montant de chaque jeu, donc c'est Alors, l'exécutif. Oui, alors avec l'approbation, parce qu'on est sur des montants supérieurs à 5 000 euros pour les enveloppes de jeu. Et qui décide des enveloppes de jeu, bah là, ce sera en assemblée générale avec les sociétaires. Ok. Donc, L'enveloppe de jeu, elle est décidée par les sociétaires en volume, enfin en montant et en volume, c'est-à-dire que l'AG va décider si c'est 15 000, 20 000 ou un autre montant, et va dire, par exemple, vous avez le droit à 3 dans l'année qui arrive, 3 enveloppes comme ça, à répartir sur 3 jeux différents. Voilà, ça c'est décision AG. Et ensuite, effectivement, le conseil coopératif peut revoir à qui sont attribuées ces enveloppes. Voilà. Pour le cas de signer une distribution un peu plus classique, comme on parlait tout à l'heure des deux cas, la distribution et l'édition. Donc l'édition, c'est celle qui demande de l'investissement à T-Game. Ça, c'est la version contrôlée avec les histoires des enveloppes. Et la partie distribution, là, elle est beaucoup plus simple parce que l'investissement de T-Game, c'est du temps surtout, mais c'est beaucoup moins important. Et là, c'est beaucoup plus souple. Il y a de l'information au conseil coopératif, mais pas forcément du veto dans ces cas-là. On a une question derrière. Bonjour, j'hésitais parce que c'est un peu rentré dans les détails, mais les dev kits, ce sont des logiciels, donc vous achetez une licence à quelqu'un et vous voulez la prêter, donc vous agissez pas en tant que studio, la licence elle est fournie à un studio de développeurs, vous agiriez en tant que quoi éditeur et vous refilez la licence à ceux de l'association, enfin de la SIC. Ça se fait déjà en fait. Alors un dev kit, D'accord. c'est à la fois du matériel et du logiciel. Alors ça peut être les deux, ça peut être l'un des deux. Alors, quand il y a matériel, il y a forcément le logiciel avec, mais ça peut être que du logiciel. Steam par exemple, il y a un dev kit quoi, pour intégrer le store. Un SDK, tout à fait. Et dans ce cas-là, oui, donc nous, on mutualise le coût d'achat du matériel, c'est souvent ça qui coûte cher. On a aussi, par exemple, une licence Unity en interne qu'on peut mettre à disposition des gens s'ils veulent avoir accès à une licence Unity, ce qui est indispensable, par exemple, pour aller sur certaines consoles, d'avoir la licence professionnelle. Donc, c'est ce genre d'achat qu'on met à disposition des gens, et ça se fait déjà chez certains éditeurs qui fournissent, en envoyant par livreur, en fait, des dev kits matériels à des studios avec lesquels ils ont signé. Donc ça se fait déjà. Donc c'est un peu l'idée qu'on avait. C'est comme c'est un montant important d'achat et que ça sert pas forcément tout le temps et que voilà, il y a plein de conditions. Ça doit être stocké de manière sécurisée. Ça peut être une contrainte. Donc nous on le garde et on le mutualise et on l'envoie au studio qui en aurait besoin. Dans le cas où le studio voudrait faire son portage, parce qu'après évidemment on peut aussi envisager un partenaire pour le portage. Et voilà. Merci. Je reprends une question qui était posée avant, une nouvelle question. Donc il y avait une question sur des critères particuliers pour pitcher des jeux ou des genres. Et là, je vois aussi, pour présenter son projet, il faut le faire à quel moment de la production? Qu'attendez-vous des pitchs? Alors, c'est vrai que là, on va plutôt parler de la manière dont on fonctionne aujourd'hui et on verra dans la coopérative s'il y a des nouvelles propositions de faire. Mais aujourd'hui, on va attendre des jeux assez avancés, quasiment terminés. Comme on n'investit pas dans les projets, on a un peu cette approche de dire de toute façon, on n'a pas les moyens de vous donner de l'argent pour produire du jeu aujourd'hui. On aimerait à très long terme être ça,
C'est un peu le projet fou de très long terme, c'est d'être vraiment un financeur de production. Mais donc du coup, on dit aux gens, bah, filez-nous un proto, une démo, on joue et puis on voit ensemble sur quelles conditions on peut signer. Ça vous laisse l'opportunité de continuer à aller démarcher d'autres gens qui vous financeraient, parce qu'on est nous-mêmes au courant que si jamais vous avez la chance de signer quelqu'un qui peut vous financer votre prod, allez-y, parce que c'est quand même très rare aujourd'hui. Donc c'est ce truc de, voilà, on peut rester en contact très tôt, vous pouvez nous pitcher très tôt votre projet, on peut vous aider à le diriger, l'aspect mentorat comme on disait là, qui n'engage pas grand-chose, on vous donne juste des conseils. Et quand vous sentez que c'est prêt, on peut en parler de comment on fait une release, etc. Si vous avez envie de signer en distribution avec nous. Est-ce que tu veux compléter quelque chose? Il y a dans le règlement intérieur le processus de sélection des jeux, donc qui a été écrit. Il y a, si je ne me trompe pas, l'exécutif fait une présélection et on revoit avec le. Oh, Marine fait la tête. On voit avec le conseil coopératif pour valider les jeux. Tu valides, toi? Ok. Et la ligne éditoriale, oui, je crois qu'il y avait une question, j'ai cru aussi la lire. Alors, aujourd'hui, on était parti sur une ligne plutôt arcade de fait, puisque beaucoup de nos jeux sont de l'arcade qu'on apporte. Maintenant, c'est pas vraiment une ligne éditoriale en soi, c'est plus un type de jeu. Et il appartiendra aux sociétaires et au conseil coopératif, si on veut mettre en place une vraie ligne éditoriale forte, je ne sais pas, si d'un coup on veut faire que des visual novels, et honnêtement, pourquoi pas, on pourrait mettre ça en place avec l'accord de tous les sociétaires. Et donc on relie les statuts en direct pour vérifier que je dis pas des bêtises. Pose une autre question. Une nouvelle question sur le budget. Quelle partie du budget de fonctionnement repose sur les sociétaires? J'ai l'impression qu'un achat une fois ne permet pas de faire tourner une société dans la durée. Est-ce que ça sous-entend que le modèle incite à avoir de nouveaux sociétaires tout le temps? Oui, un peu, mais pas, enfin, oui et non. L'idée, c'est quand même l'important, c'est l'impulsion initiale. Là, donc on a fait un prévisionnel sur 3 ans. Ce qui va être important, c'est avec cette première rentrée d'argent, bon là, on espère, voilà, avoir un petit peu le vent en poupe et puis, avoir un apport en trésorerie et faire des emprunts, qui donc maximisent notre trésorerie pour le lancement et pour les 3 prochaines années. Ensuite, c'est là pour ça qu'on parle d'édition, c'est de mettre en place dans le modèle économique des canaux qui sont un peu rémunérateurs, malgré tout, sans être prédateurs. Mais il faut qu'on trouve des moyens de gagner, enfin de rembourser les emprunts et de dégager des bénéfices pour pouvoir fonctionner et investir dans de nouveaux projets. Donc c'est clairement un cycle où il va falloir investir dans des jeux, espérer que les jeux fonctionnent un minimum, donc pour ça leur donner aussi un maximum de chance. Et comme l'achat de parts sociales se fait en continu au cours des ans, ça apporte aussi de la trésorerie qui va quand même venir en soutien, ou si jamais il y a un jeu qui n'a pas marché, peut-être combler un déficit creusé par un jeu. Et juste, je reviens, donc, on a regardé le règlement intérieur et ce qu'il y avait écrit dedans. Donc en fait, tout ce qui est gestion de back catalogue, ça, c'est l'exécutif qui signe parce que ça ne demande pas beaucoup d'investissement financier. C'est assez facile aujourd'hui de transférer les jeux sur les stores. Donc c'est un excellent moyen de soutenir la scope, de fournir l'un de vos jeux. Et après, pour l'aspect, comme je disais, signer les jeux, c'est comme quand l'exécutif veut soumettre un jeu à l'édition, donc le cas où on a l'enveloppe pour le marketing, pour les releases de jeux, là, il y a une validation qui est demandée par le conseil coopératif. Donc c'est un peu ça la mécanique, c'est que l'exécutif peut faire beaucoup de choses tant que c'est de la l'exécutif choisit un jeu pour l'édition, c'est un jeu dans lequel il y aura de l'investissement, donc là, il y a un contrôle du conseil coopératif. J'ai dit scope, zut, lapsus, SIC. On a encore 6 questions. Je vais les faire assez rapidement. Il y a une question, c'est jusqu'à quand peut-on faire des promesses? Donc je pense des promesses de prise de part. Alors, en fait, la promesse de prise de part, c'est jusqu'à ce que l'AG du 1er janvier soit acté et que la structure est une vraie SIC. C'est ça? Alors, je vais laisser Marine répondre. Oui, dans l'idée, c'est un peu ça, mais l'AG aura lieu en octobre pour un passage en SIC au 1er janvier. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire signer des promesses jusqu'au 1er janvier, jusqu'au passage officiel en coopérative. Et ensuite, ce sera des bulletins de souscription classiques, puisque on pourra souscrire directement dans la SIC.
Et comme on disait, on essaie de discuter avec des partenaires qui permettent de faire ça en ligne pour limiter un maximum la friction de devoir envoyer des PDF à remplir ou des formulaires. Vraiment, l'idée, c'est de simplifier le process. Donc, on va essayer de faire ça, je pense, à partir du moment après 2027, pour que ce soit vraiment quelque chose de fluide, quoi. Une question de Lulucinda. Comment ça se passe au quotidien? Quel est l'apport concret au studio? Comment se gèrent les IP? Et aussi une question, c'est comment se prennent les décisions concrètes? Bon, ça, je pense que ça a peut-être été déjà discuté. Alors aujourd'hui, déjà pour répondre sur les IP, c'est régi par notre contrat de distribution qui n'est pas diffusé, qui ne le sera malheureusement pas parce qu'on n'a pas l'accord de la personne qui l'a écrite sur ce sujet-là. On ne prend pas les IP, c'est vos jeux, ils vous appartiennent. Notre contrat de distribution, il part du principe simple que si vous êtes satisfait de ce qu'on fait, vous allez rester. Et si vous voulez sortir, il y a des clauses de sortie. Sur simple décision de votre part, on vous rend vos jeux sous 3 mois. Petite particularité, si jamais T-Games investit dans votre jeu, donc on parlait de l'enveloppe là, il peut y avoir d'autres cas qui nous est arrivé où on a financé des portages, par exemple. On inscrit au contrat un montant forfaitaire qui est une sorte de dette. Tant que T-Games n'a pas remboursé cette dette, et on parle juste d'une recoupe, pas d'une recoupe x2 ou un truc comme ça, eh ben on demande à ce que la sortie vienne avec un remboursement de ce qui reste. Ou sinon, la sortie redevient hyper simple à partir du moment où T-Games a remboursé son investissement. Et le reste de la question, c'était... Alors, comment se prennent les décisions concrètes pour les studios? Donc, nous, on discute énormément avec les studios. Bon, faut savoir qu'aujourd'hui, comme disait Damien, c'est quelque chose qu'on gère en parallèle d'une activité alimentaire, hein. Donc, concrètement, on discute beaucoup sur Discord. On a un Discord avec tous nos studios. Quand il y a des opportunités qui se présentent, donc, comme on est une entité qui existe, qui fait de la com, qui fait du bizdev sur les salons, il y a des opportunités qui se présentent à nous. Des gens qui nous disent ce jeu dans votre catalogue m'intéresse pour ça, 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 ça. On va en parler au studio. On va leur proposer, on va les aider à négocier, on va les conseiller sur ce qu'ils pourraient obtenir dans la négociation. Prenons un cas qui nous arrive récemment. Un jeu du catalogue, quelqu'un est arrivé pour nous dire on pense qu'il a ses chances sur mobile, on est prêt à vous filer un minimum garanti, donc un montant direct, pour que nous, on s'occupe de la partie mobile de ça et on se remboursera de notre côté. Donc ça, c'est des deals qui arrivent. On a eu le cas en 2025 d'un partenaire qui nous a contacté pour dire ce jeu-là, on pense qu'il a un potentiel en version physique. Donc on s'occupe de la version physique et on vous donne un chèque tout de suite. Donc là, quand ce genre d'opportunité arrive, on en parle aux créatrices ou aux studios et on leur dit voilà, est-ce que ça vous intéresse? On pense que vous pouvez négocier tant, etc., etc. Donc ça, c'est des cas un peu voilà. Autrement, oui, on fait beaucoup de choses avec les studios. Comme on n'est que deux aujourd'hui, on demande aux studios, par exemple, quand c'est du market ou des choses comme ça, on leur dit aidez-nous à relayer sur les réseaux sociaux, etc. Si vous avez des assets marketing, vous savez forcément mieux faire que nous vos assets marketing. Fournissez-nous ça. On est beaucoup dans l'échange aujourd'hui avec les studios. Voilà, c'est un peu ça le projet. Mais effectivement, tu veux compléter? Pas que tu aies dit des bêtises, mais juste des exemples. En fait, on laisse les studios décider, même si on les conseille, notamment quand on a eu des sorties sur la décision du prix, qui est toujours une longue discussion. Donc, on laisse toujours le studio avoir le dernier mot. Maintenant, on invite aussi, enfin, on a un peu d'expérience, on a des fois des conseils à donner. Donc, on communique avec les studios, on échange, mais la décision finale revient au studio, à l'équipe. On n'a jamais jusque-là, on n'a pas intervenu ou été contre la volonté des équipes. Il y avait une question sur la ligne édito, mais ça a déjà été répondu. Mais il y avait une autre question, c'était aurez-vous des scouts? Ouais, les scouts. Des scouts. Bonne question. Moi, Ce serait super d'avoir déjà un scout ou bizdev, ou est-ce que c'est pas un peu est-ce qu'on peut pas avoir les deux métiers en un, au sens quelqu'un qui irait sur les salons voir à la fois des jeux et en même temps des partenaires, ce serait super. Actuellement, dans le prévisionnel, on prévoit plutôt de l'aide temps plein pour de l'administratif, pour pouvoir gérer la société au quotidien et nous décharger de nous. Maintenant, clairement, si on pouvait faire plus de salons, être présent, donc à la fois pour aller voir des jeux exposés, enfin rencontrer des créatrices et rencontrer des partenaires, ce serait super.
Je vais compléter un peu sur ce sujet-là. Donc, plusieurs trucs. On a parlé de l'exécutif vite fait. On a dit directrice générale avec des S. Donc, il faut savoir qu'il peut n'y avoir qu'une seule personne à la présidence, mais on a la souplesse d'avoir plusieurs personnes en direction générale. Et donc, on pourrait imaginer beaucoup de directions générales. Nous, on aimerait bien. Notamment, ça nous permettrait de déjà commencer à initier d'autres personnes à ce que c'est la gestion d'une édition coopérative. En fait, il faut bien comprendre que Damien et moi, on n'envisage pas forcément de rester à la présidence de cette coopérative ad vitam aeternam. En fait, on a envie de créer un outil à disposition des studios, des créatrices. Et à un moment, ça doit en quelque sorte vivre de ses ailes. Donc ça ne veut pas dire qu'on va sortir complètement. On serait toujours quelque part là, dans des rôles conseil coopératif, je ne sais pas. Mais on veut un maximum de direction générale pour commencer à avoir des gens qui seraient là. Donc ça veut dire plus de personnes qui font de la représentation publique, donc plus de personnes qui peuvent aller sur les salons pour eux-mêmes, mais aussi pour la coopérative. Et j'ai perdu le fil de l'autre chose que je voulais dire. Tu parlais de BizDev et de... C'était Scout. Eh oui, les scouts. Oui, le salariat, effectivement. Donc, scout, ça implique qu'on va payer quelqu'un à faire ce travail-là. Pourquoi pas En vérité, si on devait prendre du salariat aujourd'hui, on irait favoriser un profil plutôt administratif pour la gestion au jour le jour, le release management, un profil un peu transverse comme ça. On parlait beaucoup de mutualisation au début. Ça peut être un profil qui va vous aider, vous, créatrices, à rédiger vos ZCNC. Donc quelqu'un qui est à disposition pour vous aider, vous, studio créatrices, à rédiger des dossiers de subvention, des choses comme ça. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut imaginer. Éventuellement, même si vous avez des problèmes dans votre comptabilité, dans la manière dont vous devez déclarer certains trucs. Voilà, un profil qui va vous aider aussi pour ça, au-delà de simplement gérer l'administratif de la coopérative au jour le jour. Effectivement, si on peut se permettre plus de salariés, on ira chercher d'autres profils. On pense à du marketing, un profil vraiment marketing temps plein qui serait là pour faire plein de choses. Le cas du scout, je pense que nous, en tout cas, notre vision, c'est que ce n'est pas le premier profil qu'on irait recruter. Mais oui, ce serait super de pouvoir avoir aussi un profil comme ça, c'est sûr. Il y a peut-être des questions dans la salle. On les signalera s'il y a des questions dans la salle. N'hésitez pas, nous on les voit. Quelle est votre position sur les LLM pour tout ce qui est code, donc les IA génératives, j'imagine, enfin, voilà, pour tout ce qui est code et asset, donc asset, j'imagine du graphisme. C'est écrit dans notre règlement intérieur, comme ça on ne vous vend pas du vent, c'est dans le écrit sur noir sur blanc, et disponible sur le site aussi. Alors, tout asset sonore visuel généré par IA dans votre jeu, nous ce sera non. Voilà, donc ça c'est non. On est des développeurs, on est conscient que le LLM pour le code est intégré dans à peu près tous les outils du monde. Aujourd'hui, si vous arrivez à faire un portage console sans aucun outil qui a un LLM intégré de force à l'intérieur, vous êtes extrêmement fort, ou je dis forte parce que je connais une personne qui sait faire ça. C'est difficile d'éviter le LLM de code, parce qu'il est vraiment partout. Donc ce qu'on demande dans ce cas-là, c'est ça peut être OK si c'est partiel, si c'est maîtrisé, parce qu'on a déjà eu des cas de gens qui ont fait du code avec LLM et on voyait bien qu'ils ne maîtrisaient pas leur code, ça a posé des soucis. Donc on est un peu plus souple sur cet aspect-là parce qu'on sait que c'est plus difficile d'éviter, mais tout ce qui est sonore et visuel, nous on veut un peu respecter le travail des artistes, donc ce sera non pour nous. Une question pour le conseil coopératif, je pense. On privilégie, donc ouais, je pense que c'est Vincent t'avait dit, on privilégiera les nombres impairs pour la taille du collège coopératif. Mais que se passe-t-il en cas d'égalité? Question ultra technique. J'étais donc tranquille dans mon coin. En cas d'égalité, il y a toujours la voix d'une personne qui est prépondérante. Donc, a priori, le président du conseil coopératif qui tranchera. L'idée, c'est qu'on puisse quand même faciliter la présence de tout le monde, soit dans les réunions du conseil coopératif, soit dans les AG, avec la mise en place de pouvoirs et du fait d'être représenté donc, le plus nombreux possible dans ces deux instances-là. Donc on évitera autant que faire se peut l'égalité. Globalement, dans les assemblées, ça ne va pas arriver parce qu'il y a des collèges de vote. Donc a priori,
on s'affranchit de toute forme d'égalité. Et après, la question se pose plus facilement dans le conseil coopératif. Mais déjà, si on se met d'accord pour être un nombre impair ou donner des procurations pour qu'on soit le plus nombreux à prendre des décisions dans le conseil coopératif, ce sera plus facile. Donc je rebondis sur ce que tu dis, garde ton micro. Donc en fait, il y a pour préciser aux gens qui nous écoutent, il y a donc le conseil coopératif a en son sein son propre président parmi ses membres qui s'occupe de gérer la réunion, etc. Peut-être un secrétariat ou des choses comme ça ou... Non, là, en tout cas, vous pourriez fonctionner comme ça. Après, on ne l'a pas prévu dans les statuts, on pourrait le faire. Ça alourdit. Je trouve que à un moment dans les statuts, c'est important qu'il y ait beaucoup de choses dedans pour qu'on sache vers quoi on va ou qu'est-ce qui régit comme règle en fonction de là où on se trouve dans l'organisation de la société, c'est-à-dire sur les cessions de parts, sur la gouvernance, sur qu'est-ce qui se passe en cas de dissolution et tout ça. Mais il faut un tout petit peu de souplesse quand même, et notamment dans l'organisation pure et dure de vos organes, parce que si vous voyez que ça ne marche pas, il faudra refaire une modification statutaire. Donc, qui peut le plus, peut le moins, certes. À un moment donné, il faut quand même éviter d'aller trop loin dans les détails pour ne pas emboliser le fonctionnement de la coopérative. Et globalement, c'est logique que ce soit le président désigné de l'organe qui tranche en cas d'égalité, puisque sinon, on pourrait faire par exemple le membre le plus âgé ou le plus jeune. C'est une règle à voir entre vous, mais en tout cas, il faut toujours qu'il y ait une personne qui puisse trancher dans ces cas-là. Ouais, donc de toute façon, là, on est un peu sur un cas à la marge qui pourrait arriver, donc on va le prévoir. Et puis, je répète quelque chose qu'on a déjà dit, mais les statuts, le règlement intérieur, tout ça, c'est pensé comme des outils qui ne sont pas figés dans le marbre. Si jamais les sociétaires pensent que ça doit évoluer, eh ben, on peut faire évoluer ça pour pouvoir mieux fonctionner, ça va forcément avoir besoin d'évoluer à un moment pour pouvoir juste fonctionner en fait en fonction des cas qu'on rencontre, de comment l'industrie va évoluer. Donc il faut aussi voir que nous, on prévoit un outil un peu de base avec certaines règles de base et l'expérience nous apprendra que en fait, il faut ça en plus, ça en moins, etc. On a une question rebond sur ce qui vient d'être dit et après ça, il nous restera une toute dernière question. Est-ce qu'il y a un système de vote blanc ou d'abstention sur ces votes-là ou est-ce qu'on doit forcément s'exprimer? C'est pour Marine. Pour l'instant, les votes blancs et les abstentions ne sont pas prises en compte dans les collèges de vote puisque c'est pas toujours très simple à mettre en place. Après, si les AG sont organisés par CopHub, c'est peut-être quelque chose à réfléchir parce que c'est plus démocratique du coup. Là, on a quand même la règle du report proportionnel qui fait déjà quelque chose d'assez démocratique. On va plus loin que pas mal de coopératives à ce sujet. Effectivement, pour l'instant, dans ce qui est rédigé aujourd'hui, en tout cas, on ne prend pas en compte les votes blancs ou nuls parce que ça alourdit l'organisation de l'AG. Mais c'est une évolution potentielle et un point sur lequel on peut rediscuter, évidemment. Dernière question à date. Une question, je pense, d'un point de vue freelance. Est-ce qu'être sociétaire permet d'avoir une collaboration privilégiée avec les studios pour des prestations? J'ai pas de réponse. En fait, on n'a pas envie de contrôler ça. Nous, on pense que c'est quelque chose qui doit arriver naturellement si des gens ont des besoins et que dans le sociétariat, il y a des personnes qui peuvent répondre à ces besoins. Bah oui, vous êtes déjà en contact quasiment, discuter ensemble, travailler ensemble. Ça faisait partie un peu de la fiche ancrage local, de dire dans cet espace-là, il y a probablement quelqu'un qui sait exactement faire ce que vous cherchez à faire. Et ben, vous pouvez le solliciter. Après, si vous êtes en recherche de prestat, bah, on ne va pas se le cacher, hein, c'est compliqué en ce moment. Donc je pense que c'est la même problématique pour tout le monde. On ne va pas pouvoir faire quelque chose de plus que ce que le marché fait déjà aujourd'hui. En tout cas, c'est sûr que si on a les sociétaires qui rentrent dans la coopérative ont cette volonté de soutien et d'entraide, etc., l'idéal, ce serait effectivement de faire un appel interne pour dire, voilà, je cherche quelqu'un pour faire des trailers. Je ne dis pas ça par hasard. Je cherche quelqu'un pour faire des portages, je cherche quelqu'un pour faire un key art de mon jeu. Faut pas hésiter à le poster, on trouverait des gens en interne. Et si vous êtes cette personne, vous n'hésitez pas à répondre à ça. Mais voilà, on n'est pas, comme disait Damien, une plateforme d'emploi ou de prestation. On est plus un réseau. Ça peut vous amener des opportunités, éventuellement, comme tout réseau, comme tout réseautage, mais c'est pas le projet vraiment, quoi. Waouh!
En tout cas, merci beaucoup au chat. Je vois que vous êtes encore 62. Oui, j'ai vu que c'était monté à 83. Merci beaucoup. On ne savait pas trop quel était l'intérêt de présenter ça. On voit que voilà, on a 20 personnes ici déjà qui se sont fait le déplacement en présentiel, un peu plus que 20 personnes. Et il y a eu un petit peu de mouvement et 80 en ligne. Donc c'est super. On sait que c'est important de faire ça en ligne parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne veulent pas se déplacer déjà parce qu'ils ne sont pas près de chez nous, mais aussi, voilà, c'était important que ce soit aussi disponible là. C'était important que vous, en ligne, vous puissiez échanger avec nous. On a essayé d'organiser ça au mieux. J'espère que c'était comme il faut, que ça vous a convenu. J'aimerais remercier un peu aussi, déjà, Damien pour son travail. Merci Vincent. Merci président. De rien. Alors, j'ai la veste et tout, je peux le dire. Évidemment, on va C'est bien, remercier énormément Marine qui Merci, Marine. a été de conseil. On peut applaudir Marine. On parce peut qu'elle a vraiment tout applaudir fait. Marine qui nous a fait découvrir un monde. On était vraiment incapable de faire ça sans son expérience. Je vais vous féliciter aussi parce que franchement, vous avez plutôt très bien retranscrit ce qu'était une coopérative et la SIC n'est pas toujours facile à appréhender. Donc, soit j'ai vraiment très bien travaillé, soit vous captez quand même assez bien, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des personnes qui ne maîtrisaient pas l'environnement de la SIC il y a quelques mois, le restituer comme ça devant potentiellement 100 personnes sans trop tergiverser et sans trop sourciller, donc c'est cool. Merci à vous. Et Vous du étiez de coup, bons élèves. voilà, on n'a pas trop tergiversé parce qu'on a eu aussi des personnes qui nous ont aidés à faire des répétitions, qui nous ont aidés à revoir un peu nos slides qui n'étaient pas clairs, qui n'étaient pas comme il faut. Merci aux personnes qui nous ont aidés à faire ça. Merci aux personnes qui nous ont aussi aidés à réaliser simplement ce slide pour qu'il soit un peu joli. Nous sommes des développeurs, donc malheureusement, nous n'y connaissons pas grand-chose en art. Mais merci à ces personnes-là d'avoir pu donner un coup de main. Merci aux modérateurs, aux modératrices qui ont accepté au pied levé de venir faire de la modération ici. Alors, évidemment, j'ai l'impression que vous avez été tous très très sages et c'est super. Nous, on avait un peu peur sur... Ouais, on avait un peu peur sur Twitch parce que bon, voilà, on connaît pas. Mais voilà, c'était vraiment, vous avez été super sur le stream, sur le chat, il n'y a aucun souci. Merci donc aussi à ces modérateuristes qui se sont occupés de collecter vos questions pour qu'on puisse après vraiment les dérouler. J'espère que ça vous a convenu, j'espère que c'était bien. Je rappelle le site avec un max d'infos et les statuts. Si vous voulez vous farcir 30 pages de documents juridiques, n'hésitez pas. Le mail, les Discord, n'hésitez pas à nous contacter. On veut répondre à un maximum de gens. Et on a une newsletter aussi, donc on va continuer à poster dessus pour l'actualité. N'hésitez pas à vous inscrire sur cette newsletter sur Substack, vous la trouverez. Vous cherchez T-Games Substack, vous allez la trouver. Inscrivez-vous. On partagera dessus, bien sûr, les bulletins d'adhésion qui sont déjà disponibles sur le site. On rappellera un peu tout ça. Les bulletins d'adhésion, comme a dit Marine, c'est jusqu'à octobre, voire même décembre, pour l'adhésion anticipée. Et puis ça pourra continuer après. Si vous ne pouvez pas maintenant ou ne voulez pas maintenant, c'est pas grave, ça peut être en 2027. C'est vraiment quelque chose qui peut se faire au fil de l'eau. C'est l'avantage d'une SIC, c'est que ça n'a pas besoin de changements statutaires et de processus complexes pour faire rentrer des nouveaux personnes. Voilà, on va arrêter. Goûter, hein. Je veux juste dire merci à tout le monde et je vais oublier personne. Ouais, merci. Mais Oui, merci. Merci à tout le monde. Eh ben, merci C'est beaucoup. super. Merci on reste le en chat, contact sur le merci les chat. gens. N'hésitez pas, on veut rester en contact avec vous. Je sais que certains d'entre vous, on se connaît. Mais voilà, merci à vous. Merci. Et on a prévu, pour ceux qui sont sur place, désolé le chat, un petit goûter à côté. Donc en sortant, vous prenez à droite, on va aller près des fenêtres du comptoir. Voilà, café, thé, bonbons, chouquettes, vraiment incroyable.